Bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, le Soudan du Sud au bord de la guerre civile et on fait le point sur deux pays pionniers du printemps arabe, la Tunisie et l'Égypte. Lorsqu'on entend le nom Soudan depuis plusieurs années, ça rime malheureusement avec conflit. Ce fut d'abord les rivalités entre la partie sud du pays et Khartoum, la capitale, puis ensuite le conflit entre le Darfour et la capitale, encore une fois, Khartoum. Mais depuis l'indépendance du Soudan du Sud, en juillet 2011, pays le plus jeune de la planète, le pays, ce tout jeune pays, a un conflit bien à lui. Depuis la mi-décembre, déjà des milliers de morts et un demi-million de déplacés. Pour faire le point, pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, j'accueille aujourd'hui Marie-Joëlle Zahar, qui est professeure de sciences politiques et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien la région, vous y êtes allée à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud? Quelle est la nature exacte du conflit, Marie-Joëlle? Je commencerai par dire d'abord que le conflit n'a pas débuté il y a quelques semaines. En fait, depuis l'indépendance du pays en juillet 2011, on a eu pas moins de 7 petits conflits, pour la plupart dans les États limitrophes avec le Soudan du Nord, qu'on appelle le Soudan aujourd'hui, qui, en fait, n'ont jamais vraiment été résolus. Et on a tendance, en général, à décrire ces conflits-là comme des conflits ethniques. Donc aujourd'hui, dans les médias, on parle beaucoup du conflit actuel comme un conflit entre les Dinka et les Nuer, qui sont les deux grandes tribus, les deux grandes communautés ethniques du Soudan du Sud. Dont le président est issu des Dinka, d'ailleurs. Le président est Dinka et son principal opposant, l'ancien Premier ministre Riek Machar, est en fait Nuer. Donc on a tendance à décrire le conflit en ces termes-là. Mais en fait, c'est un conflit qui est beaucoup plus lié à la mauvaise gouvernance. C'est un pays où, en fait, le gouvernement, qui est issu de l'ancienne rébellion armée, c'est le mouvement populaire pour la libération du Soudan, est en fait extrêmement autoritaire et n'a pas vraiment une approche pluraliste à la diversité des groupes qui composent ce nouveau pays-là. Donc le problème est à la base un problème de gouvernance, mais qui se décline selon justement des rivalités entre différentes ethnies qui s'estiment non représentées ou mal représentées dans les assises du pouvoir dans la capitale à Djouba. D'accord. Mais bien que l'origine du conflit ne soit pas ethnique, est-ce que la façon dont il se décline aujourd'hui ne prend pas une tendance ethnique? Est-ce qu'elle ne risque pas de ne pas pouvoir dépasser cette ligne de clivage-là? Il est clair que les mobilisations au Soudan du Sud ont historiquement, même du temps où le pays faisait encore partie du Soudan, étaient organisées autour de l'ethnie. La plupart des brigades qui ont formé ce qu'on a appelé le mouvement populaire pour la libération du Soudan ont été organisées au niveau communautaire et les communautés sont sur base ethnique. Ceci dit, si ces communautés-là avaient effectivement un objectif commun, celui d'accéder à l'indépendance, elles n'avaient pas vraiment eu la possibilité de développer, je dirais, leur vision de ce Soudan du Sud indépendant. Une vision commune. Une vision commune, une vision qui permette à tous les peuples du Soudan du Sud de trouver leur place dans ce nouveau pays. Et malheureusement, ce qui arrive souvent dans ce genre de cas, c'est que les autorités guerrières, les chefs guerriers deviennent les autorités politiques. Et ce que l'on sait très bien, c'est qu'en général, des chefs guerriers, des organisations guerrières ne sont pas nécessairement connus pour leur pluralisme, pour leur ouverture ou pour leur mode de fonctionnement démocratique. Et est-ce que c'est un conflit ou uniquement pour le pouvoir ou il y a d'autres choses en jeu ici? Il est clair que le pouvoir au Soudan du Sud, c'est également un pouvoir non pas politique, mais également économique. Le Soudan du Sud est un pays très pauvre, dont la seule ressource est en fait le pétrole. Ce pétrole-là est à la base, si vous voulez, des plans de développement du pays. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, si les puits pétrolifères sont au Soudan du Sud, historiquement, toutes les installations qui permettent la commercialisation et l'exportation du pétrole dépendent du Nord. Et donc, en fait, aujourd'hui, le Soudan et le Soudan du Sud sont en train de négocier des accords
c'est très difficile, très ardu, et ces accords sont très souvent, si vous voulez, interrompus ou mis à mal par des confrontations qui continuent à avoir lieu à la frontière entre les deux pays. D'accord. D'autre part, le pétrole est aujourd'hui en train d'être développé avec de l'aide étrangère, mais il n'y a pas vraiment de mécanisme pour permettre l'imputabilité, la transparence dans l'utilisation des fonds. Et donc, même avant l'indépendance du pays, mais dès l'indépendance, il y a eu des affaires de corruption qui ont mis à mal plusieurs politiciens, dont Riek Machar, qui est le Premier ministre déchu et que l'on accuse aujourd'hui d'être à la tête de la rébellion contre le président et le gouvernement au pouvoir de Salva Kiir. D'accord. Mais donc, le conflit prend une dimension régionale, c'est-à-dire entre Khartoum maintenant et Juba, à cause de ça. Alors, c'est encore plus compliqué que ça, parce que les petits conflits dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui ont continué à embraser les régions frontalières, ont jusqu'à récemment toujours été décrits comme des tentatives de Khartoum de déstabiliser le Soudan du Sud. Et donc, en fait, on ne reconnaissait pas qu'il y avait des problèmes internes au Soudan du Sud, et on estimait que toutes les communautés, tous les groupes qui prenaient les armes parce qu'ils étaient financés par Khartoum, qui cherchait à déstabiliser Djouba. Mais... C'est pas exactement ça. C'est en partie cela. Mais la plupart de ces groupes-là ont pris les armes aussi pour faire valoir des revendications, parce que tout le développement, tous les bénéfices de l'indépendance ont jusqu'à maintenant été concentrés dans la capitale, alors que dans le pays, il y a un manque d'infrastructures, il y a des besoins de base, les services de base de santé, d'éducation ne sont pas disponibles pour la majorité des habitants, et donc, si vous voulez, cette asymétrie commence à peser. Pour rendre les choses encore plus compliquées, le Soudan du Sud étant un pays pauvre et un pays qui n'a pas vraiment les moyens de contrôler ses frontières, c'est également une base arrière pour des mouvements armés, des rébellions en Ouganda, au Congo, etc. Et donc cela aussi alimente, si vous voulez, les dimensions régionales du conflit. D'accord. On parle de risque de guerre civile totale, qu'on perde complètement le contrôle de la situation. En même temps, il y a des négociations présentement à Addis Abeba, si je ne m'abuse. Quelle est votre appréciation de la situation, de la dangerosité ou de la gravité de la situation en ce moment? Écoutez, il est très difficile, je pense, de prévoir l'avenir. Oui. Et il se peut très bien qu'il y ait un accord. Mais le diable est dans les détails, et les détails, c'est la mise en application de l'accord de paix. Tant et aussi longtemps que cet accord-là ne va pas chercher des réponses aux bases profondes du mécontentement qui mènent différents groupes dans ce pays-là à porter les armes ou en fait à s'allier à des rébellions dans des pays voisins, je pense qu'on n'a pas vu la fin de l'instabilité sécuritaire au Soudan du Sud. D'accord. Et quelles mesures ou quelles conditions vous croyez devoir voir réunies pour voir ce conflit-là résolu? Écoutez, d'une part, une plus grande ouverture, bien sûr, au partage du pouvoir, à l'inclusion de différentes communautés dans les instances gouvernementales au Soudan du Sud. Et vous voyez une ouverture de ce côté-là, de la part de Juba et du président Kiir? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ce qu'il a déjà fait par le passé, c'est d'essayer, par la cooptation justement, d'amener des représentants de différentes ethnies, comme Riek Machar, dans son équipe, de manière à essayer, si vous voulez, de faire taire, si vous voulez, les revendications. Mais je pense que c'est là que le rôle de la communauté internationale est très important, parce qu'en fait, là où la communauté internationale a fait défaut à ce pays, c'est en n'étant pas plus exigeante en termes d'imputabilité, de transparence, en termes... nous sommes, et je dis bien nous, parce que le Canada fait partie des bailleurs de fonds sans lesquels le Soudan du Sud ne peut pas vivre aujourd'hui. Et il importe maintenant que l'argent qui est donné soit donné avec des balises qui permettent justement d'améliorer la situation. Alors là, le grand défi, et c'est un défi de taille, c'est que de plus en plus, des pays comme la Chine, qui ont peut-être les questions de pluralisme et de droits de la personne moins à l'esprit que d'autres pays, notamment les bailleurs occidentaux, devient
un facteur très important au Soudan du Sud. Et là, est-ce que la Chine serait prête à jouer le jeu pour aider vraiment le pays à s'en sortir, ou bien va-t-elle tout simplement, pour des raisons commerciales, continuer à appuyer le gouvernement en place? Ça, on ne peut pas encore le dire. Bien. Bien, merci de nous avoir éclairés sur ce conflit qu'on ne connaît pas beaucoup, somme toute. Et vous restez avec nous pour le segment Grand Angle. D'accord. Alors, on entre tout juste dans la 4e année du printemps arabe et les deux pays pionniers, si on veut, de ce printemps, la Tunisie et l'Égypte, qui sont les deux premiers pays à avoir connu un changement de régime, viennent tout juste d'adopter leur nouvelle constitution. Or, le chemin emprunté par les deux pays est bien différent. En Tunisie, que certains appellent la promesse du printemps arabe, les islamistes du parti Ennahda, au pouvoir, sous la pression, acceptent de quitter le pouvoir avant les prochaines élections. Tandis qu'en Égypte, les militaires sont en train de consolider leur pouvoir à la tête de l'État après le renversement du gouvernement Morsi, gouvernement islamiste, l'été dernier. Donc, des développements qui pointent dans des directions bien différentes pour la suite du printemps arabe. Pour en discuter, je retrouve Marie-Joëlle et j'accueille sur le plateau Valérie Amirault, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce qu'on est en droit d'être optimiste pour la Tunisie et pessimiste pour l'Égypte? Valérie? Je ne sais pas si nous pouvons être optimistes. Ce que j'espère, c'est que les acteurs principaux des situations qu'on est en train de décrire sont, eux, n'ont pas perdu l'optimisme des premiers jours. Les 3 dernières années, en fait, doivent nous interdire, comme observateurs, d'anticiper ce qui peut advenir, puisqu'on a vu qu'au cours des 3 dernières années, on était passé de situations quasi euphoriques dans les premiers mois des deux révoltes, en fait, parce que je me réserve le droit de ne pas trop utiliser le mot révolution, on en parlera dans quelques années. Ouais. Et puis ensuite, on est passé à des phases de plus grand scepticisme, de crispation autour des rouages de la discussion, parce que c'est une discussion qui s'est engagée dans les deux contextes, entre ceux qui ont survécu à l'effondrement de ce qu'on a appelé les régimes précédents. Dans un cas, on a un contexte, les dictatures, les régimes autoritaires, qui étaient installés depuis très longtemps dans les deux cas. Ça, je crois que c'est une parenté qu'il faut bien souligner. Mais par contre, je serais, là où je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a une situation en Égypte qui est très, très clivée et qui est radicalisée par la centralité du rôle des forces armées dans l'administration du politique. Dans le contexte tunisien, on a une situation politique qui est beaucoup plus fragmentée, qui était aussi beaucoup plus pluralisée avant même les événements de 2011, puisqu'on avait en gros 24-25 partis qui existaient déjà. Oui. On avait des formations syndicales qui étaient très, très impliquées. On pourra revenir dessus. Alors qu'en Égypte, on avait finalement un pluralisme politique qui était assez concentré avec une opposition frériste, comme on l'appelait, l'opposition islamiste, et puis un régime au pouvoir tenu par un pilier qui est celui de l'armée. Donc une pluralité des voix, une pluralité des positions dans la sphère publique qui serait beaucoup plus grande en Tunisie qu'en Égypte. Qui serait en tout cas plus accoutumée à une forme de conversation politique dialogue, oui. Calme, ou en tout cas qui peut s'énoncer, qui peut s'engager dans des discussions très technocratiques, comme par exemple autour de la constituante, en fixant très tôt des instances, en établissant beaucoup plus tôt que l'Égypte des instances capables de prendre en charge ce projet constitutionnel, alors qu'en Égypte, pour des raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, il me semble que cette radicalisation politique et ce durcissement actuel, il n'était pas si absent des scènes dès 2011. Oui, Marie-Joëlle? J'ajouterais peut-être un autre élément, à savoir le fait qu'il y a également une autre différence marquante à mon sens, c'est la manière dont les acteurs tunisiens ont pris le temps qu'il fallait pour les processus, dont la constituante, dont le dialogue national, et la manière en contrepartie dont les acteurs égyptiens se sont enfermés dans des processus avec des délais très courts qui ne permettaient pas vraiment d'aller au fond des choses et qui déjà préconisaient un peu, si vous voulez, des résultats trop hâtivement et mal ficelés. Donc il n'y a pas de véritable dialogue. On essayait d'imposer déjà un modèle, on essayait d'imposer une façon de faire et non pas en véritable délibération, dans le cas de l'Égypte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Joëlle, mais il y a une erreur de lecture à ne pas commettre dans la façon dont on regarde le déroulement de ces enchaînements finalement d'événements. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la violence du changement, c'est-à-dire le fait qu'on se concentre de l'extérieur sur ce qui s'est passé les 3 dernières années, mais qu'on a là devant nous des jeux qui sont engagés de manière bien plus profonde et bien plus longue historiquement que ce qu'on a le droit ce qu'on regarde en ce moment à la télé ou ce qu'on vérifie dans les journaux. Donc
la pesanteur du système, hein, faire tomber les têtes, comme vous avez rappelé dans l'introduction, ce qui est une expression qu'on a vue dans les médias, ne signifie pas que le système tombe avec la tête. Et la grande difficulté qu'on a de l'extérieur, c'est de mesurer la pérennité de ces systèmes politiques qui étaient en place avant les événements de fin 2010, début 2011. Et là-dessus, dans le cas de l'Égypte, je pense qu'on peut le nommer, c'est l'armée qui est excessivement puissante au sein du système égyptien, Marie-Joëlle. Effectivement, c'est aussi une armée qui a des tentacules un peu dans toutes les sphères de la vie, à la fois de par son contrôle de l'économie, une armée qui a profité de manière incomparable et incomparée en fait de l'ouverture économique qui a été enclenchée en Égypte depuis les années 73 et qui en fait est aujourd'hui une véritable force, un moteur économique dans le pays, mais également une armée très proche du pouvoir, une armée qui a réussi aussi pendant la dernière décennie du règne de Moubarak, à noyauter les organisations de la société civile, dont beaucoup ont été fragmentées, divisées entre pro- et anti-gouvernement, et effectivement donc une armée beaucoup moins incontournable, beaucoup plus incontournable, pardon, que les forces de sécurité ne l'ont jamais été en Tunisie. Et ça pose la question, on parle de l'armée en Égypte, on a fait le parallèle avec la Tunisie, ils sont beaucoup moins importantes, mais les islamistes aussi, parce que c'est eux qui sont montés à la faveur du printemps arabe. Qu'en est-il de leur position en ce moment dans les deux pays, Valérie? Alors ça, c'est aussi une tentation de l'extérieur de voir émerger ces deux forces dans les deux contextes, en essayant de voir ou de tracer une homogénéité, une symétrie dans ces mouvements. Et de nouveau, je retourne à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans un contexte d'insurrection ou dans un contexte de révoltes comme celles qui ont été les situations égyptiennes et tunisiennes les 3 dernières années, l'inventivité des mobilisations, la capacité de composer, d'agréger des gens et de les engager dans un mouvement repose effectivement sur des communautés d'intérêt, on l'a vu, hein, on a vu très clairement dans le cas égyptien notamment qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient totalement novices en politique, qui se retrouvaient dans l'engagement pour la chute du régime. Mais ce qu'on perd un peu de vue dans ces configurations-là, c'est qu'une fois l'engagement fait, on ne peut pas faire l'économie d'une organisation, surtout si on reste dans une perspective électoraliste, surtout si on s'accroche pour réfléchir à la démocratisation, à la centralité des élections. Les seuls partis qui étaient en mesure d'incarner et de porter l'espoir de l'opposition au régime qu'on essayait de faire chuter, dans les deux cas, ce sont effectivement les frères musulmans d'un côté et Nahda de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes types d'acteurs et que ce sont les mêmes types d'implantations. Et ça ne veut pas dire non plus que les deux contextes ont une aspiration à l'islamisation. Il ne faut pas se tromper de niveau de lecture. On a dans les deux cas les seules organisations qui étaient capables véritablement de mobiliser, d'être élues et d'essayer d'agir très rapidement. Oui. Cette distinction-là entre la Tunisie et l'Égypte sur le type d'islamisme et le projet islamiste, vous le voyez également, il y a une différence entre les deux? Je pense qu'au-delà d'une éventuelle différence, il faut aussi réfléchir, et je pense que Valérie a tout à fait raison, il faut essayer de se départir de nos grilles de lecture présentistes et essayer vraiment de regarder beaucoup plus l'histoire de ces mouvements-là, un mouvement beaucoup plus éclaté en Égypte qu'il ne l'était en Tunisie, un mouvement tunisien qui, parce qu'il a été en fait essentiellement poussé à l'exil par le pouvoir, a eu en fait des influences multiples occidentales que les frères musulmans d'Égypte n'ont pas eues, mais également des mouvements qui faisaient face à des régimes certes autoritaires, mais très différents dans leur manière de gérer l'opposition, une gestion beaucoup plus militarisée du côté égyptien et une gestion que je qualifierais peut-être de plus politico-sécuritaire, avec plutôt le renseignement, les forces de police versus l'armée du côté tunisien. Et vous sous-entendez là-dessus que dans le cas tunisien, la mise à l'écart des islamistes était moins brutale peut-être en Tunisie qu'il l'était en Égypte? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Je ne veux pas nécessairement dire que c'était moins brutal, puisque de part et d'autre, en fait, il y a eu
des violations assez sérieuses des droits de la personne, de la liberté politique, etc., vis-à-vis des islamistes, tout comme par ailleurs vis-à-vis d'autres opposants. Mais je dirais qu'en fait, le contexte égyptien, la présence de l'armée, la préséance de l'armée sur la scène politique égyptienne a contribué en partie à une militarisation d'une partie de ce que j'appellerais la mouvance islamiste, parce que ce n'est pas seulement les frères musulmans, il y a plein d'autres organisations plus radicales qui œuvraient déjà en Égypte sous Moubarak. Radicalisation et militarisation qui n'a pas vraiment, qui ne s'est pas développée de la même manière, je dirais, en Tunisie. Oui. À la lumière de quoi faut-il à l'avenir mesurer succès ou échec de ces pays? Je pense que la chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces révoltes, ces mouvements de contestation, de protestation, elles avaient effectivement une ambition, une finalité politique immédiate qui était la chute des têtes des chefs d'État et des têtes de régime, mais l'aspiration principale et qu'on retrouve dans les deux contextes de manière relativement équivalente, c'était quand même une aspiration à la justice sociale. Le ferment, le limon, si vous voulez, de ces révoltes, il s'inscrit dans une réflexion et dans une passion, dans un élan qui est porté par l'injustice, les réalités socio-économiques, et on voit très bien que les cartes se superposent, les cartes protestataires et les cartes des inégalités socio-économiques convergent dans les deux contextes. Et ça, je pense, ça doit être l'indicateur, ça peut permettre de lire de l'extérieur les situations de réussite, si vous voulez, ou d'échec. Oui, d'accord. Marie-Joëlle. J'ajouterais rapidement qu'en fait, pour moi, une autre clé d'évaluation, c'est justement cette capacité à avoir une conversation pluraliste. Et la grande différence entre la Tunisie d'aujourd'hui et l'Égypte d'aujourd'hui, c'est qu'en Tunisie, il est vrai que que Ken Nahda, a été évincée du pouvoir, mais elle n'a pas été évincée de la scène politique. Elle continue à faire partie prenante de la scène politique, tandis qu'en Égypte, nous avons vraiment une organisation qui est maintenant considérée organisation terroriste et donc complètement exclue. Et cela ne peut en général mener qu'à plus de problèmes, non pas moins de problèmes. Et je dirais également, peut-être très rapidement, que proportionnellement, les défis économiques en Égypte et en Tunisie ne sont pas comparables. La Tunisie est un petit pays, l'Égypte est un pays extrêmement grand, très populeux, où n'importe quel gouvernement, islamiste ou pas, aurait d'énormes défis pour pouvoir répondre justement à ces demandes de justice sociale qui ont été formulées dans le cadre des mobilisations. Oui, c'est un autre enjeu duquel il faudrait éventuellement parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler du printemps arabe, mais on se retrouve tout de suite pour parler des informations méconnues. Alors, c'est maintenant l'heure d'entendre les informations que vous avez à partager, qui sont peut-être passées sous le radar. Valérie, je commence avec vous. Oui, alors je ne sais pas, peut-être que les amateurs de bonbons ont suivi l'information en question. Donc, je vais vous parler des bonbons Haribo et plus précisément de ce qu'on appelle, moi je n'aime pas la réglisse salée, donc je ne suis pas une fine connaisseuse, mais le Skipper Mix. Alors, le Skipper Mix. Le Skipper Mix. Voilà, c'est un assortiment de bonbons qui était jusqu'à présent vendu par Haribo. Vous connaissez la marque Non. Alors la marque Haribo, c'est une marque allemande, très célèbre en Europe, mais évidemment surtout en Allemagne. Le slogan, c'était Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, ce qui en français donnait les bonbons Haribo, c'est pas que pour les enfants. Donc c'est des bonbons très populaires. Et la marque a suspendu la distribution de cet assortiment en particulier en Suède et au Danemark, suite à des plaintes qui ont été déposées par des associations antiracistes. Et la raison est simple, le Skipper Mix, comme son nom est supposé le laisser entendre, c'est ce qu'un marin qui aurait fait le tour du monde rapporterait dans ses valises et dégusterait le soir au coin du feu en fumant sa pipe. Et donc ce sont des bonbons qui reproduisent des masques, ou en tout cas des figurines à l'effigie de ce qu'on imaginerait être des masques d'inspiration asiatique, africaine, amérindienne. Et donc des associations antiracistes se sont mobilisées pour faire en sorte qu'on retire ces bonbons à forme humaine, de couleur noire bien évidemment. Et ça m'a interpellée parce que ça m'a fait penser à un débat qui avait beaucoup occupé les Français autour d'une autre marque qui s'appelle Banania, qui avait été rendue célèbre évidemment. Le cacao. Le cacao, la boisson chocolatée du matin, et qui était représentée pendant très longtemps par un tirailleur sénégalais, assez bonhomme, souriant, et qui a été retiré ensuite de la vente
vente et qui a été transformé pour tout ce qui concerne ces logos publicitaires, qui est maintenant quelque chose de plus stylisé, de plus discret, mais on est quand même passé par différentes étapes. Donc je voulais juste souligner cette information parce qu'il me semble qu'elle elle est importante en ce qu'elle atteste du niveau d'alerte des associations antiracistes, et je trouve ça plutôt politiquement prometteur qu'on soit très vigilant sur la façon dont on représente les personnes dites de minorités visibles. Donc les mœurs et les goûts changent. Absolument. Également. Marie-Joëlle. Eh bien, comme toute émission d'actualité qui se respecte, on va terminer avec la météo. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais la Californie a déclaré l'état d'alerte. Non, ça m'a échappé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, les niveaux de pluviosité sont tellement bas que les feux de forêt sont aujourd'hui à la même intensité qu'ils le seraient en plein été. Et donc, de manière préventive, les Californiens ont décrété cet état d'alerte pour pouvoir aller chercher de l'aide au fédéral. Alors, pourquoi est-ce important? Parce qu'en fait, les analystes qui parlaient de cela il y a quelques jours soulignaient que ça va avoir un impact sur l'agriculture, sur la production des fruits et légumes, dont bien sûr, nous, ici au Québec, sommes de gros importateurs. Donc, préparez-vous à avoir des fruits et légumes beaucoup plus chers cet été si la météo n'est pas un peu plus clémente. Bien, nous voilà avertis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. On vous retrouvera certainement lors d'une des prochaines émissions sur ce plateau. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès mardi, sur le web et le mercredi à 21h sur le canal Savoir. Et je vous invite également à nous suivre sur Twitter avec le hashtag #PTerre. Alors, merci beaucoup. Au revoir.